Je vois qu'il est 13 heures. On va peut-être commencer. Bienvenue à tout le monde dans ce nouveau séminaire, webinaire du CRDIG, dans la saison automne 2021. Donc, c'est Stéphane Guinard aujourd'hui, donc chercheur post-doctorant au CRDIG, qui va nous faire sa présentation. Le programme des autres webinaires est disponible sur le site web du centre. Je vous demanderai de garder vos micros fermés pendant la présentation de Stéphane. Puis si vous avez des questions, de les noter dans le chat. La présentation de Stéphane devrait durer une demi-heure. Puis il y a du temps prévu après pour répondre aux questions. Vous pourrez prendre la parole, bien entendu, à la fin de la présentation. Donc, Stéphane aujourd'hui va nous parler donc de classification et segmentation de nuages de points LIDAR avec des approches faiblement supervisées et applications dans des contextes variés. Stéphane travaille dans 2 projets actuellement au centre de recherche qu'on a en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique et une entreprise qui s'appelle Jacarto, qui est un partenaire de recherche du centre de recherche. Donc, merci Stéphane, puis je te laisse la parole. Ok, merci Thierry. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir être ici pour présenter mes travaux de recherche, où du coup, on va s'intéresser à la classification et à la segmentation de nuages de points lidar. Puis j'essaie de vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire dans des contextes pas forcément usuels, où tout le travail n'est pas déjà pré-mâché. Donc, je vais commencer la présentation par une rapide introduction du type d'outils, de problèmes auxquels on est confronté. Je vais présenter ensuite les principaux outils qu'on peut utiliser dans le cadre de ces problématiques et deux types d'applications ensuite différentes qui sont la segmentation sémantique et la simplification de nuages de points pour montrer un petit peu comment on peut appliquer ça. Donc tout d'abord, alors je me présente rapidement. J'ai fait initialement une école d'ingénieur en France qui s'appelle l'ENSG Géomatique. Dans le cadre de cette école d'ingénieur, j'ai eu l'occasion de travailler avec l'Institut de photogrammétrie Stuttgart, qui est plus ou moins la première fois que j'ai eu à manipuler du LIDAR. Puis sur la fin de mes études, je suis rentré à l'IGN, là où j'ai décidé de rester pour faire une thèse cofinancée par la DGA, où j'étais affilié du coup à l'Université Paris-Est. Et dans le cadre de cette thèse, j'ai aussi eu l'occasion de travailler avec l'Institut de cartographie de Barcelone. Au sortir de ma thèse, donc en 2020, j'ai travaillé quelques temps pour SNCF Réseau, et là, depuis début 2021, je suis avec l'Université Laval. Et du coup, à chaque fois, dans chacun de ces travaux, j'ai eu l'occasion de travailler sur différents types de problématiques, et notamment avec des données ou des problèmes qui n'étaient pas forcément conventionnels. Et je vais essayer de vous résumer un peu tout ça aujourd'hui sur comment on peut s'adapter et quels sont des outils qui sont plus ou moins à peu près sûrs, qui fonctionnent à peu près tout le temps et où on n'a pas besoin de passer très très longtemps à les personnaliser. Et donc le premier exemple dont je voudrais vous parler, alors je suppose que si je vous parle d'Ushul et du site d'Ushul, ça ne parle pas à grand monde. C'est en fait une ancienne cité maya de moyenne importance qui est au milieu de la jungle du Mexique. Et pourquoi je vous en parle En fait, parce que cette cité a été découverte il y a moins de 10 ans par une acquisition de LIDAR au-dessus de la jungle mexicaine qui a fait ressortir certaines choses un petit peu intéressantes. Et en fait, les archéologues qui ont été sur place se sont retrouvés sur ce genre de site. Donc, on est clairement en plein milieu de la jungle. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est quelque chose de très intéressant. Il reste des structures de bâtiments, il reste des marches, il reste vraiment il reste des bâtiments, en fait, et ça peut être intéressant, du coup, de savoir, en fin de compte, dans quel état est cette ancienne cité aujourd'hui. Et du coup, il y a toute une équipe qui a été sur place, avec des archéologues, avec des géomètres, des topomètres, qui ont scanné l'intégralité du site et qui ont posé une question très simple. Comment on peut faire pour enlever la végétation et passer de ce truc-là, ou cette image-là, ou ce scan-là, où on a énormément de végétation, à un nuage de points un peu réduit, dans lequel on est capable de voir ce qui reste des bâtiments.
Donc typiquement, ça, c'est le résultat où on voit ce qui reste d'une des principales pyramides. Alors, il faut garder en tête que la ville est abandonnée depuis à peu près 3000 ans. Donc, ce qu'il en reste, c'est ben, partiellement détruit, partiellement enseveli. Mais voilà, typiquement, le genre de résultat qu'on va être capable d'avoir aussi avec une petite vue de dos. Alors ici, c'est pas une erreur dans les travaux qu'on a fait, c'est juste que il y a des pillards qui se sont dit que ce serait bien de faire un trou à la dynamite pour faire l'aération dans la pyramide. Et concrètement, qu'est-ce qu'on a fait pour réussir à arriver à ces résultats-là, en sachant que ben, il n'y a pas de vérité terrain, il n'y a pas d'algorithme déjà pré-entraîné pour traiter ce genre de données dans des milieux au milieu de la jungle. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait dans un premier temps une classification entre le sol et ce qui ne faisait pas partie du sol, en se disant les bâtiments sont à moitié ensevelis, donc dans l'ensemble, ils sont quand même assez proches du sol, et puis surtout, ça ne ressemble pas du tout à la végétation ou à d'autres types d'objets. Et donc, une fois qu'on a fait cette classification, on a été filtrer les régions de sol et on a affiné un peu notre détection avec un Ransack pour essayer de détecter vraiment les artefacts qui avaient été mal classifiés ou les points qui appartenaient vraiment au sol ou au bâtiment semi-enterré. Et, euh, et donc, c'est ce qui nous a donné les résultats que je vous ai montrés. Et concrètement, ben, on a du coup mélangé un peu des techniques de classification et de segmentation pour faire tout ça. Et c'est un peu là où je voulais vous emmener. Donc, pour dire, ce qu'on va faire ici, c'est mélanger un peu ces deux techniques dans un cadre faiblement supervisé où en général, on a assez peu d'informations, on n'a pas d'algorithme pré-entraîné qui peut nous faire tout le travail. Et dans l'idée, en essayant de rester adaptable à tous les changements à tous les changements de scène ou de capteurs auxquels on peut penser. Et en fait, les méthodes que je vais vous présenter ici, elles marchent pour tout type de lidar, mais aussi pour du nuage de points photogrammétrique, et elles marchent vraiment dans des contextes, pas forcément visuels, mais dans des contextes assez variés. Et donc, on va mettre l'accent sur deux types d'applications différentes, qui sont la segmentation sémantique et la simplification du nuage de points. Et j'expliquerai un peu en détail en quoi consistent ces applications au moment où on arrivera dessus. Et juste avant d'aller plus loin, je sais qu'il y a plein de définitions qui traînent, de aussi bien ce qu'est une segmentation que ce qu'est une classification. Donc moi, je vais vous donner les miennes pour qu'on soit sûr de parler de la même chose. Donc moi, ce que j'appelle classification, c'est le simple fait d'associer un label à chaque point de notre nuage parmi une liste de labels prédéfinis. Donc ça peut être végétation, bâtiment, route, etc. Et ce que j'appelle, et donc il n'y a aucune notion d'ordre, voilà, c'est juste un label, un point. Et ce que j'appelle segmentation, c'est le fait de découper un nuage en un ensemble de régions qui recouvrent ce nuage et qui ne s'intersectent pas. Donc là, il n'y a pas de notion de sémantique, on ne sait pas à quoi on a affaire, mais on sait qu'on a des ensembles de points. Et du coup, voilà, donc je vais vous présenter maintenant les principaux outils qu'on va utiliser dans cette présentation. Le premier, ça consiste de répondre au problème qui est la structure des données. Parce que quand on est sur un nuage de points qui vient LIDAR, typiquement, on n'est pas capable de dire ce point-là est à côté de ce point-là, ou ce point-là est le suivant par rapport à ce point-là. C'est une notion qui existe et qui est très intuitive pour traiter de l'image, mais qui n'est pas du tout pour traiter du LIDAR. Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va ajouter une structure de graphe à nos données. Et dans la totalité des applications que je vais montrer ici, on va utiliser uniquement deux structures différentes, même s'il en existe bien sûr beaucoup d'autres. La première, c'est simplement de relier un point à CK plus proche aux 1, et la seconde, c'est de faire une triangulation de données en 3D. Et donc maintenant, voilà, donc sur le côté classification, qu'est-ce qu'on va être capable d'utiliser? Alors, si on va regarder sur l'état de l'art, sur des benchmarks un peu récents, typiquement Semantic 3D ou S3DIS, on voit plein de méthodes qui marchent vraiment bien, mais l'intégralité de ces méthodes sont basées deep learning. Alors, on a plein d'approches, des approches qui vont calculer les descripteurs, des approches qui vont faire de la segmentation pour améliorer les résultats, des approches qui... Il y a plein d'approches très intéressantes, mais elles sont toutes intégralement basées deep learning. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous faut une vérité terrain qui est suffisamment importante pour pouvoir entraîner notre modèle. Et le problème, ici, c'est on va se mettre dans le cas où on n'a pas cette information. Typiquement, si un des projets sur lesquels j'ai eu à travailler, c'est en utilisant du lidar ferroporté qui acquérait des données aussi bien dans des régions montagneuses que campagnardes, qu'en milieu urbain, etc. On n'a pas de modèle préentraîné qui est capable de gérer tout ça. Donc, la question à laquelle on va répondre, c'est comment on fait pour, ici, faire de la classification,
mais sans pouvoir entraîner un modèle ou avec vraiment très peu de choses. Donc, dans ce cas-là, on va retrouver, il faut revenir aux approches qui étaient utilisées avant le deep learning. On va trouver deux grosses familles d'approches. La première, c'est les SVM, qui vont chercher à séparer une donnée en deux groupes distincts, mais qui nécessitent pour ça de définir un noyau qui va être capable d'aider l'algorithme à discriminer les deux groupes qu'on veut discriminer. Et l'autre type d'approche, ça va être tout ce qui est basé random forest, où là, on peut aller au-delà de 2 classes, on peut aller à 5, 8, 10 classes, voilà, mais ça va nécessiter de donner un peu des billes à l'algorithme, en l'occurrence des descripteurs calculés par points, pour l'aider à séparer les points entre eux. Mais c'est quand même sur ce type d'approche qu'on va aller, parce qu'on va voir calculer des descripteurs par points pour les représenter un peu, c'est pas forcément très compliqué, et on a des résultats qui marchent quand même assez bien dans l'ensemble. Du coup, quand je parle de descripteurs, alors concrètement, ce que je veux dire, c'est un ensemble de valeurs qui vont être utilisées pour décrire aussi bien la géométrie de la donnée que pour prendre en compte des informations du contexte spatial autour de chaque point, ou pour encoder des données qui sont pertinentes, des données acquises qui sont pertinentes, typiquement l'intensité, le nombre d'échos, etc. Maintenant, quand on va regarder dans la littérature, des descripteurs, il en existe des dizaines, et on n'a pas forcément besoin d'aller entraîner un modèle avec 50 descripteurs pour qu'il donne des bons résultats. Et puis surtout, si on reste dans un contexte faiblement supervisé, où on a peu de vérité terrain, on peut suivre le même raisonnement en se disant on peut choisir peu de descripteurs, mais qui soient suffisamment complémentaires et qui permettent quand même d'avoir des bons résultats. Et l'idée ici, ça va être simplement de dire, quand on regarde une scène, en fin de compte, on se rend compte que la plupart des objets sont quand même assez différents. Une route, c'est plan et c'est horizontal, un mur, c'est plan et c'est vertical, la végétation, ça va un peu dans tous les sens. Et en fait, cette géométrie-là, on est capable de la capturer à partir d'une analyse en composantes principales. Et de cette ACP, à partir des valeurs propres et des vecteurs propres de l'ACP, on peut sortir typiquement 4 descripteurs qui vont être très complémentaires et que je vais réutiliser dans le reste de la présentation, qui sont la linéarité, la planarité et la dispersion. Donc ça, c'est des descripteurs qui sont assez courants, qui servent à dire si localement la géométrie est plutôt en 1D, 2D ou 3D. On a aussi la verticalité. Alors, il existe plusieurs descripteurs qui existent ce nom-là. Moi, je vais vous parler de celui que j'ai introduit, tout simplement parce que c'est celui qui a l'air de faire consensus en ce moment dans la littérature, et c'est aussi celui qui est implémenté dans la librairie Pédale pour ceux qui l'utilisent. Et du coup, ces quatre descripteurs, pour vous montrer à quel point ils sont complémentaires, là, voilà, je vous mets un type de visualisation. On peut voir donc un nuage de points avec en rouge les points qui sont majoritairement linéaires, en bleu les points qui sont majoritairement planaires et en vert les points qui sont dispersés dans l'espace. On voit que la végétation ressort très très bien. On voit que tous les poteaux ou les objets un peu fins ressortent aussi assez facilement, et même s'il y a quelques artefacts au niveau des fenêtres ou au niveau des bords de toit, ce qui est logique d'après la géométrie locale de la donnée, ça donne quand même une bonne information sur la scène. Voilà, et pour compléter, donc, la verticalité aussi que je vous propose, qui, elle, pour le coup, va nous aider à distinguer les toits des bâtiments, des poteaux ou d'autres types d'objets. Et donc, voilà, donc j'en ai fini pour les outils de classification qu'on va utiliser. Maintenant, côté segmentation, on va distinguer deux types d'approches principales. Premier type d'approche, c'est les approches top-down qui disent « je prends mon nuage, je pars de tout en haut, et j'essaye de trouver les tendances principales dans mon nuage ». Donc pour ça, on va trouver des approches basées des coupes de graphes ou des approches plus basées sur la géométrie des données. On a aussi des approches bottom-up qui, pour le coup, vont dire je pars vraiment d'un niveau atomique dans mon nuage, et puis à partir de là, j'essaye de propager du savoir, de grouper des points, soit par propagation, soit par du min-shift. Et en fait, ces approches-là, elles peuvent paraître intéressantes puisqu'elles sont très locales et que du coup, on peut facilement s'adapter à des contextes un peu complexes. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en général, on a besoin de spécifier le nombre et la région, le nombre et la taille des régions que l'on cherche, ce qui est un peu dommage quand on veut essayer de s'adapter à différents cas, à différentes données. On a aussi besoin d'avoir une initialisation qui, en général, est de bonne qualité. Et puis surtout, ce sont des méthodes qui souvent passent mal à l'échelle. Et quand on veut traiter du lidar, et typiquement traiter des dizaines de millions de points, voire plus,
on a besoin d'avoir une approche qui peut traiter un grand volume de données en peu de temps. Alors pour ça, du coup, on va regarder plutôt du côté des approches top-down et typiquement des approches basées découpe de graphes, parce que c'est des approches qui sont connues pour fonctionner très bien, mais leur principal inconvénient, c'est qu'elles ont tendance à négliger un peu tous les détails géométriques dans la scène. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans une veine qui commence à être exploitée, mais récemment, qui est de dire, je vais faire de la segmentation, mais je vais faire de la segmentation un peu itérative, en partant de très haut, en allant chercher les principales tendances dans ma scène pour sortir tout de suite les gros groupes de points qui se ressemblent entre eux. Et puis ensuite, je vais raffiner un peu ma segmentation sur ce qui reste pour essayer d'être le plus précis possible. Donc vraiment de faire ça de façon itérative. Et pour ça, et pour ça, je vais, pour vous présenter le contexte mathématique de comment on peut faire ça, je vais vous présenter le problème de partition minimale généralisée. Alors, c'est un problème qui a été introduit par Landrieu et Obuzinski en 2017. Et donc, pour faire ça, on va partir un peu sur certaines notions de graphes. Donc, ce que j'appelle un graphe ici, ça va être un ensemble de points avec une relation d'adjacence, enfin, des arêtes entre points, et potentiellement une pondération qu'on peut associer à chaque arête. Et on va dire que ce qu'on va dire, c'est pour chacun de mes points de mon graphe, j'ai un signal qui est associé à ce point-là. Alors ce signal, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être de l'intensité, des descripteurs, de la couleur, etc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de définir une partition qui est signal homogène, c'est-à-dire que je vais essayer de grouper mes points par valeur similaire de signal, et en gardant des régions, des groupes de points qui ont des formes assez simples. Et comment on fait ça? C'est donc Landrieu Obuzinski qui nous donne la réponse en formulant une énergie à peu près de cette façon-là, où on va avoir un terme d'attache aux données ici, qui va consister à dire mon signal moyen dans chacune de mes régions, il doit être assez proche du signal observé sur l'ensemble de mes points, et qui va dire de l'autre côté, les formes de mes régions, ou plutôt la longueur du contour de chaque région, doit être la plus petite possible. Et à partir de ça, donc, comment on adapte chez nous? En disant que chacun de nos points lidar, c'est un nœud du graphe, que les arêtes, ça correspond à une adjacence, donc typiquement une triangulation de Delaunay, et que mon vecteur de signal par point, ça correspond à des descripteurs ou n'importe quelle information que je vais juger digne d'intérêt pour essayer de regrouper les points ensemble. Et le problème principal de cette énergie, c'est qu'elle n'a aucune propriété mathématique qui nous aide vraiment. Ce n'est pas convexe, ce n'est pas continu, ce n'est pas différentiel. Et on ne peut pas s'attendre à résoudre de façon exacte ce genre d'énergie en un temps raisonnable. Mais il existe des algorithmes, en l'occurrence, je vais en parler d'un aujourd'hui, qui s'appelle Cut-for-Suite, qui sont capables de résoudre ce genre d'énergie de façon approchée. Et typiquement, comment ça marche? Alors sans rentrer trop dans le détail, mais il va y avoir deux phases principales dans ce type d'algorithme, c'est-à-dire on ne va pas régler le problème d'un coup, mais on va découper un peu le problème. Et la première donc de ces phases, ça va être de prendre une région totale et puis de se dire comment je peux la découper pour obtenir deux sous-régions, mais qui chacune ait une valeur de signal moyen qui corresponde au point que j'ai mis dans cette sous-région. Et l'autre phase, ça va consister à dire, j'ai deux régions adjacentes avec potentiellement des valeurs de signal moyen qui sont assez proches, je peux peut-être les fusionner pour simplifier ma partition. Et donc, comment on formule ça? Comment on découpe donc, si on considère voilà, ma partition à un instant donné, qui va être donc un ensemble de régions, pour une région donnée, comment est-ce que je peux chercher à la découper en deux? Tout simplement en formulant, en minimisant une énergie qui est très similaire à celle que j'ai présentée juste avant, c'est-à-dire, je vais trouver une première région dans laquelle je vais définir une valeur de signal moyen qui va être proche de l'ensemble des points que j'ai mis dans cette première région. Je vais trouver une deuxième région dans laquelle j'ai une valeur de signal moyen qui est proche de l'ensemble des points de cette deuxième région. Et j'ai une frontière ici entre les deux régions qui est la plus simple possible pour avoir une longueur de contour finale qui soit assez simple. Et encore une fois, vous allez me dire, cette énergie, elle est très proche de ce que j'ai présenté jusqu'avant, et donc forcément, elle non plus, elle n'est pas convexe, elle n'est pas continue, et on ne peut pas trouver une solution exacte en un temps raisonnable. Mais ce qu'on peut faire, c'est on peut obtenir une solution approchée en deux temps, c'est-à-dire dans un premier temps, je vais essayer de trouver mes deux valeurs de signal moyen pour deux groupes de points. Donc comment je fais ça? Ça, on peut le trouver facilement avec un 2-Mins.
Et dans un second temps, je vais essayer d'estimer ma frontière entre mes deux régions. Donc, j'ai déjà mes valeurs de signal homogènes de chacun d'un côté. Je vais essayer de trouver la frontière entre les deux. Et ça, on peut faire ça avec un algorithme de découpe de graphe, typiquement un Maxflow. Et d'un côté, j'estime mes valeurs de signal homogènes, de l'autre côté, j'estime ma frontière, et en faisant ça, en réestimant les uns les autres de façon itérative, on arrive à converger. En pratique, en 3 itérations, on considère qu'on est suffisamment proche d'une solution globale, donc ça reste assez rapide. Et donc, le deuxième point dont je parle dans l'algorithme de poursuite, c'est comment je fusionne deux réseaux adjacentes. Là, c'est très simple. Je prends l'ensemble des points de mes deux réseaux adjacentes, je calcule ma valeur de signal moyen et je regarde si ça me permettrait, si l'erreur qui est occasionnée par ce signal moyen permettrait de diminuer l'énergie par rapport aux deux signaux moyens que j'avais initialement, plus au poids, à l'erreur associée à la frontière entre mes deux sous-régions. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail côté segmentation, mais du coup, c'est juste pour vous expliquer un peu le type d'outil qu'on va utiliser. Et maintenant, on va passer donc sur les applications. La première étant la segmentation sémantique, dans des contextes où on n'a pas forcément beaucoup de vérité terrain, et la deuxième étant la simplification de nuages de points. Donc, pour la segmentation sémantique, je vais vous parler. Donc, la segmentation sémantique, ça va consister à dire, j'ai mon nuage de points et je ne veux pas juste avoir une notion de sémantique en me disant chaque point appartient à tel type d'objet. Typiquement, chaque point appartient à de la route ou du bâtiment ou je ne sais quoi. Mais je vais avoir une notion un peu plus complète qui va être cet ensemble de points ici, que j'ai trouvé à partir de segmentation. Cet ensemble de points en entier appartient à un mur ou appartient à une route. Et donc, pour faire ça, la première application, ça va être en milieu ferroviaire. Alors, pourquoi en milieu ferroviaire? Eh bien, ça, c'est des travaux qui ont été réalisés pour la SNCF. Et la SNCF, typiquement, doit gérer plus de 40 000 km de rails avec pratiquement 2 milliards de passagers par an, plus plusieurs millions de tonnes de fret qui circulent sur les rails. À titre d'exemple, le temps de cette présentation, il y a une quinzaine de trains qui vont circuler sur la ligne entre Paris et Lyon, ce qui est vraiment énorme. Et du coup, on comprend bien qu'il y a un vrai enjeu à être capable d'assurer la sécurité des passagers, du fret et de tout ce qui se passe autour, et à être sûr qu'un train ne va pas rentrer dans un pont avant de passer dessous. Et du coup, il faut être capable de maintenir toute cette architecture et être capable de le maintenir efficacement et rapidement. Le problème, c'est que si on fait tout à la main, ça coûte extrêmement cher et c'est extrêmement long. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va chercher à détecter toutes les structures d'intérêt qui sont proches des rails pour faciliter les opérations de maintenance. Et ce problème de détection de structure d'intérêt, on peut le voir comme un problème de segmentation sémantique où on va dire tous les objets ou toutes mes portions d'objets autour de mes rails vont correspondre à un objet d'intérêt ou correspondre à un objet qui n'est pas d'intérêt. Et idéalement, identifier de quel type d'objet d'intérêt il s'agit. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas utiliser Deep Learning tout simplement parce qu'on va traiter à la fois des données qui viennent de milieux urbains, des données qui ont été acquises en campagne, des données qui ont été acquises dans les montagnes et qu'on n'a pas de réseau pré-entraîné et pas assez de vérité terrain pour entraîner un réseau avec toutes ces informations-là. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer un certain nombre donc, de descripteurs locaux pour chacun de nos points en disant on va essayer de représenter un peu la géométrie. Donc, ces descripteurs, il y a les 4 que je vous ai déjà présentés. On a aussi rajouté quelques informations de courbure qui seront utiles pour caractériser certains types de structures. Et ces descripteurs, pour encoder la géométrie à différentes échelles, on les calcule à 4 échelles différentes, de 10 à 80 voisins. Donc, 10 voisins, ça correspond à une échelle de quelques centimètres autour d'un point. 80 voisins, on se rapproche d'un diamètre d'un rayon de 1 mètre autour d'un point. Et une fois qu'on a tout ça, donc, on obtient les descripteurs suivants en montrant que chacun est utile à sa manière. La linéarité va être utile, par exemple, pour repérer les caténaires. La verticalité va être utile pour repérer les poteaux. L'omnivariance va être utile pour la végétation. La courbure, ça va être plus pour repérer certaines informations au niveau du ballast ou des rails. Et en combinant tout ça, en entraînant un random forest avec 5000 points, c'est vraiment pas grand-chose. En plus, donc en entraînant avec 5000 points sur 5 classes différentes et avec aucune notion de on veut autant de points par classe, etc. On va se retrouver avec donc, de la végétation en vert, du ballast, c'est-à-dire le terrain qui est plus ou moins tassé pour faire passer les rails
en marron, tout ce qui est mur ou barrière qu'on va typiquement retrouver autour des rails en rose, des linéaires, donc ils vont comprendre les caténaires, mais aussi bien les rails en eux-mêmes en jaune, et puis en autre, on a une espèce de classe qui va représenter les objets qui ne sont pas intéressants pour nous, typiquement les maisons qui bordent les rails ou les routes qui passent à côté. Et, et donc, on va tester ça. Alors, on a labellé à la main un ensemble de 700 000 points. Et donc, on entraîne un random forest sur 5000 points avec les descripteurs que je vous ai donnés. Et quand on met ça sur l'ensemble de tests que je vous ai montré juste avant, on obtient ce genre de résultat. Donc, bien sûr, ce n'est pas satisfaisant pour le moment. On voit qu'il y a encore beaucoup d'erreurs, même si, dans la majorité des cas, le random forest il est déjà capable de fournir une bonne classification. Typiquement, le F-score ici, il est quand même de 58,6, ce qui est, pour un apprentissage réalisé sur 5000 points, tout à fait correct, même si on voit qu'il y a beaucoup de confusion au niveau du ballast, au niveau des caténaires, et c'est normal, ce n'est pas toujours des objets qui sont faciles à classifier. Maintenant, à partir de ça, on se dit on va réutiliser les mêmes descripteurs, puis on va faire une segmentation de la scène. Et cette segmentation, elle va nous permettre de grouper les points qui se ressemblent. Donc là, on a toute la végétation qui va ressortir en une poignée de régions tout de suite. Le ballast, pareil, va ressortir assez bien. Pour les caténaires, on va s'adapter beaucoup plus à la géométrie locale, parce qu'on va avoir un petit bout de caténaire, puis un petit câble en dessous pour tenir le caténaire du dessous. On va avoir des morceaux de poteau, etc. Et quand on agrège au sein de chacun de mes segments, quand j'agrège les probabilités de classification issues de mon random forest, je vais obtenir une classe majoritaire que je vais décider d'associer à l'intégralité de mon segment. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors ça, je vous mets ça résultat sur une scène qui est un petit peu plus grande maintenant, qui est une dalle d'acquisition de 100 mètres par 100 mètres. Mais juste, voilà, pour comparer le F-score sur l'ensemble de tests, on est passé de 58,6 à 96,1, ce qui est vraiment énorme comme gain. Et si on zoome, alors bien sûr, il reste encore quelques petites confusions, on n'est pas à 100, hein, mais si on zoome un peu sur la classification, on se rend compte que les résultats sont tout de suite beaucoup plus nets au niveau des caténaires, même s'il reste quelques confusions ici. On se rend compte que les rails sont détectés de façon très très nette, très très propre. Et pareil, si on a encore quelques petites erreurs au niveau des murs ou au niveau des barrières, mais l'ensemble du résultat est assez propre. Et dans le but où on se dit on veut détecter toutes les structures d'intérêt proches des rails, on sait qu'on en a une immense majorité. Et donc c'est vraiment intéressant pour ce genre d'application, même si bien évidemment ce code-là en l'état n'est pas encore parti en production. Donc le type d'application pour la segmentation sémantique, ça va être vraiment en milieu urbain. Et donc, vous allez me dire, évidemment, en milieu urbain, on a aussi des modèles un peu plus entraînés sur lesquels on peut réaliser une classification qui est très rapide. Moi, je veux bien, mais ce que je pense qu'il faut considérer aussi, c'est dans le cadre où on va vouloir créer un jumeau numérique, où typiquement, on va vouloir reproduire une ville entière, voire une région entière en 3 dimensions, on a besoin d'une performance et on n'a peut-être pas toujours le modèle préentraîné qui va sous la main. Donc, un exemple ici que je vous montre, c'est une scène qui s'appelle Down Fountain, qui est issue du benchmark qui s'appelle Semantic 3D. Et on va répondre à la question comment on peut faire une segmentation sémantique de cette scène rapidement, efficacement. Donc pour ça, on va calculer 4 descripteurs locaux, je vous ai déjà présenté un peu plus haut. Donc la linéarité, la planarité, la dispersion, la verticalité. Et à partir de ces descripteurs, on va choisir d'ajouter un petit peu plus d'informations. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte urbain et qu'il y a certaines informations qu'on peut calculer, certaines informations qu'on peut obtenir sur l'organisation, le contexte spatial de la scène qui peuvent vraiment nous aider à classifier les objets. Donc, on va calculer 2 descripteurs globaux. Le premier, c'est l'élévation, et le second, sur lequel que je vais détailler un peu, c'est la position par rapport à la route. Pourquoi on calcule ça? Tout simplement parce que dans ce genre de benchmark, on est intéressé à trouver les panneaux, à trouver les voitures, à trouver les motos ou ce genre d'objets. Et typiquement, ce sont des objets qu'on retrouve quasi exclusivement sur la route. À l'inverse, il y a des objets comme les bâtiments, les maisons, qu'on va rarement retrouver sur la route. Et donc, on s'est dit qu'on allait ajouter cette notion un peu plus globale de chaque point doit savoir s'il est sur la route, proche de la route ou loin de la route. Et comment on obtient ça?
Tout simplement, à partir des 4 premiers descripteurs qu'on a calculés, on va réaliser une classification binaire qui est route, non-route. Cette classification, on l'a testée par rapport à une vérité terrain qu'on a fait nous-mêmes et le F-score est au-dessus de 99, donc on considère qu'elle est parfaite. Et une fois qu'on a obtenu donc, cette classification, on va réaliser une alpha shape qui va nous permettre de décrire le contour de l'ensemble des points qui ont été classifiés comme route. Et à partir de cette alpha shape, on va calculer une distance planaire entre chaque point et cette alpha shape pour dire mon point est à l'intérieur de la route, en rouge. Donc là, c'est une vue de dessus de la scène qu'on a. Donc tout ce qui est en route, c'est rouge. Tout ce qui est vert, c'est ce qui est proche de la route, ou potentiellement, on a fait une petite erreur d'approximation. Et tout ce qui est bleu, c'est ce qui est loin de la route, où on sait qu'on ne va pas rencontrer, normalement, on ne va pas rencontrer une voiture, on ne va pas rencontrer ce genre d'objet. Et donc, quand on réalise une classification point par point, on obtient ce genre de résultat. Alors, bien évidemment, c'est très bruité, c'est normal, puisque, en l'occurrence, on avait mis, pour faire ce test-là, on avait mis une centaine de points en apprentissage pour le random forest. Donc, c'est normal, c'est bruité. Le S-score, il est quand même de 58,4, ce qui est relativement propre. Et à partir de ça, on réalise une segmentation, donc avec poursuite et l'ensemble des descripteurs que je vous ai présentés. La segmentation ici, donc on voit chaque couleur correspond à une région différente. Les bâtiments sont tous séparés. La route, c'est une seule région. Par contre, les objets un peu plus complexes comme les voitures, elles sont toutes séparées. Les poteaux, pareil, sont tous séparés. La petite fontaine au fond, c'est pareil, c'est bien une région à part. Et du coup, quand on régularise notre classification sur cette segmentation, on obtient un résultat ici où on a un score qui est passé à 82, ce qui est, encore une fois, une très belle amélioration en se disant que les voitures, la segmentation sémantique sur les voitures est très propre, pareil sur la fontaine et sur les poteaux. Il nous reste bien sûr quelques erreurs, mais juste encore une fois pour préciser, on a mis en entrée 100 points, une centaine de points pour entraîner un random forest avec 6 descripteurs et ça, c'est le genre de résultat qu'on peut obtenir, ce qui est quand même tout à fait satisfaisant comparé aux méthodes qu'on va voir aujourd'hui sur Semantic 3D basées deep learning et qui vont demander des heures et des heures d'apprentissage avec un énorme cluster. Voilà, donc j'en ai fini pour la segmentation sémantique. Maintenant, on va passer sur l'autre application qui est la simplification de nuages de points. Et donc, pareil, on reste dans le cadre du jumeau numérique où on a énormément d'informations, aussi bien photogrammétriques que lasergrammétriques. Et cette information, elle est lourde à traiter, elle est compliquée à traiter. Et bien évidemment, si on est capable de simplifier les nuages de points pour garder que l'information qui est utile pour représenter la scène, on sait qu'on va gagner énormément de temps de traitement sur la suite. Et donc, juste pour être d'accord, ce que j'appelle simplification de nuage de points ici, ça va être le fait de chercher 3 objectifs à la fois. Déjà, de diminuer la quantité d'informations qu'on utilise pour représenter notre scène, mais en même temps de préserver la géométrie qui est liée à l'acquisition, parce que ça ne sert pas à grand-chose d'utiliser un LiDAR et d'acquérir une scène, d'avoir des millions de points si on perd toute la qualité de l'acquisition, et enfin de garder des temps de calcul raisonnables, puisqu'on est dans un contexte où on va avoir énormément de données à traiter, donc il faut que ce soit viable. Et comment on veut faire ça? On part d'un constat très simple. Si vous demandez à un enfant de 5 ans de dessiner une scène, de dessiner sa maison, il va faire un ensemble de traits pour la maison, un ensemble de traits pour la cheminée, il va faire des volets en V, des oiseaux en V, et vraiment une approche très très simpliste vraiment de la réalité, mais en même temps on comprend tout de suite à quel type d'objet on a affaire. Nous on se dit on va faire pareil, mais on va le faire en 3D. Et alors, comment on fait ça? On se dit que la plupart des objets qu'on va rencontrer, typiquement les murs et les toits, c'est des plans. On peut les approximer par les plans. Les poteaux, on va pouvoir mettre un plan pour le signe en lui-même et un cylindre pour le poteau. Pour les arbres, on va être capable de mettre des cylindres pour le tronc ou les branches principales et on va mettre des cônes ou des sphères ou d'autres formes un peu plus complexes pour gérer le feuillage. Et maintenant, la question à se poser, c'est on a différents problèmes qu'on va rencontrer sur des données LiDAR et comment on peut passer outre ces problèmes. Le premier de ces problèmes-là, c'est que on va devoir traiter plein d'objets différents qui ont plein de géométries différentes et qu'il faut être capable de s'adapter à tous ces objets, toutes ces géométries à différentes échelles. Le second problème, c'est que bien évidemment, on a beaucoup d'occlusions. Typiquement sur le scan de la maison ici que je vous mets à côté, ça c'est une occlusion, là pareil, il y a une autre occlusion. Le troisième problème, c'est qu'on n'a pas de structure dans nos données. Et le dernier, c'est qu'il faut qu'on soit capable de traiter un gros volume de données dans lequel on a potentiellement énormément de redondance avec des grosses variations de densité.
Et juste à titre d'exemple, donc le scan de la maison que je vous mets ici, qui est incomplet, hein, on voit très bien qu'il manque une grosse partie de la maison, bah, il y a déjà plus de 50 000 points. Donc il faut réussir à rester efficace en se disant j'ai beaucoup d'informations, potentiellement beaucoup trop, et il faut que je simplifie ça sans être perdu à cause des variations de densité, des occlusions, etc. Donc, comment on fait ça? Ben, on a proposé une méthode ici pour faire de la segmentation itérative qui est basée sur des découpes de graphes où on va chercher itérativement à fitter des primitives géométriques simples, des plans, des sphères, des cylindres, etc. Et une fois qu'on a ça, on va réaliser une simplification avec un edge collapse où on va enlever tous les points et les arêtes qui ne servent pas à représenter notre géométrie. Pourquoi on fait ça? Alors pourquoi on fait une segmentation? Pour trouver idéalement vraiment les limites précises entre chaque objet ou entre chaque morceau d'objet. Pourquoi on fait ça d'un point de vue itératif? Parce qu'on veut être capable de s'adapter à une géométrie qui est potentiellement très fine, tout comme on sait qu'on va aussi rencontrer certains objets qui auront des formes ou certains objets comme des routes ou des bâtiments où la majorité des points sera compris sur un mur ou deux murs et qu'il faut qu'on soit capable de les retrouver sans être perdu à mettre 50 régions dessus. Pourquoi on fait de la découpe de graphes? Eh bien, tout simplement parce que déjà, ça va permettre de donner une structure à nos données, mais aussi parce que c'est des algorithmes qui offrent de bonnes performances. Et à la fin, pourquoi on simplifie nos données avec un edge collapse? Parce que ça permet d'enlever, à partir de l'ensemble des primitifs qu'on aura trouvé, ça va nous permettre d'enlever tous les points et les arêtes qui ne servent pas à décrire la géométrie de notre donnée. Et donc, pour faire donc, cette simplification, on va partir donc d'une segmentation itérative, on va fitter des primitives, et cette segmentation, on va partir de la même idée que celle qui est présentée par l'algorithme, on va partir de la même idée de celle de l'algorithme cut poursuite, donc je remets l'énergie ici, sauf que au lieu de chercher à obtenir une partition signal homogène, à la place, on va chercher à associer, à fitter et à associer donc à chaque région une primitive. En l'occurrence, ce que je vais vous montrer ici, c'est des primitives planaires, sphériques et cylindriques. Et donc, pour faire ça, il faut qu'on adapte un peu l'énergie de cut poursuite. Et pour l'adapter, on va choisir de remplacer tout simplement le terme d'attache aux données par une distance qui va associer chaque point à la primitive qui a été donnée pour la région auquel le point appartient. Donc, si je définis un ensemble, en l'occurrence, pour le moment, on fait avec des plans, des sphères et des cylindres, donc l'ensemble des plans, des sphères et des cylindres dans l'espace, chacun avec sa propre distance, je vais être capable de définir une fonction de distance qui va dire pour un point donné, avec une primitive donnée, si je sais quelle est l'utilité de ma primitive, je peux calculer la distance qui correspond et dire mon point, il est proche ou il est loin de ma primitive. Et ça permet de faire quoi? Ça permet de définir une énergie qui a cette tête-là où on va chercher dans le terme d'attache aux données, à minimiser une distance non plus, on ne va plus chercher à minimiser un écart signal moyen, signal observé, mais on va chercher à minimiser une distance point à primitive. Et le terme de régularisation, lui, va rester similaire et va consister à diminuer la longueur des contours de chaque région. Et cette formulation nous offre des gros avantages. Le premier, c'est qu'on ne fait aucune hypothèse sur le nombre de primitives, sur leur taille, sur leur emprise dans la scène, sur leur organisation spatiale. Le second, c'est qu'on peut facilement ajouter d'autres primitives, parce que là, je vous ai dit que j'allais travailler avec des plans, des sphères et des cylindres, mais on peut rajouter des tores, des cônes ou des formes plus complexes. Il suffit juste de modifier notre notion de distance. On garde une approche rapide et efficace, et en même temps, on n'a pas besoin de calculer d'autres informations sur notre donnée. On a simplement besoin d'un nuage de points, c'est-à-dire des coordonnées pour chaque point, et puis on va mettre une structure dessus, et c'est tout. Et maintenant, le problème, ça reste encore une fois de réussir à minimiser cette énergie qui, encore une fois, n'a aucune propriété mathématique sympathique. Et pour ça, on va réutiliser, on va réadapter l'algorithme cut poursuite que je vous ai présenté un peu plus tôt. Et donc, on va proposer une approche en 5 points. La première, ça va être, puisqu'il nous faut une structure sur nos données, on va calculer une triangulation de données 3D pour relier nos points, ça va nous permettre d'être indépendants de la densité, dans une certaine mesure. La seconde, ça va être d'initialiser notre segmentation avec un renseigne qui va aller repérer les principales primitives dans notre scène. Et pourquoi on fait ça? C'est simplement parce que comme on réalise une optimisation sur un problème qui n'est pas convexe, on n'a pas envie que notre algorithme, suite à une mauvaise initialisation, se retrouve perdu dans un minima local qui est très loin du minima global. Ensuite, jusqu'à la convergence, on va chercher à segmenter de façon itérative, donc à
découper chaque région qu'on a en deux pour essayer de raffiner un peu notre segmentation. On va essayer aussi de fusionner les régions adjacentes si c'est possible pour simplifier le modèle final. Et une fois que ça s'est fait, que notre algorithme aura convergé, on projette chaque point sur la primitive qui lui est associée et on enlève toutes les données redondantes. Typiquement, tous les points projetés sur un plan, on peut enlever tous les points qui sont à l'intérieur du plan, qui ne servent pas à décrire la forme du plan sans erreur. Pour les points qui sont projetés sur une sphère, on peut choisir de diminuer un peu la densité de rendu de la sphère pour obtenir au final un rendu qui est simplifié, mais toujours proche de la donnée initiale. Et donc, j'ai juste insisté sur comment on adapte le côté découpage et fusion de régions à notre contexte. Donc, pour le découpage d'une région, si on a une partition de données à un instant T, à une itération donnée, on va choisir, voilà, pour chaque région, on va essayer de la découper en deux de façon optimale. Et donc, au lieu d'aller associer des valeurs de signal moyen dans chacune de nos deux sous-régions, on va associer une primitive nouvellement définie dans chacune de ces sous-régions. Et donc, c'est-à-dire que l'énergie formulée dans l'étape de découpe de quête poursuite, nous, on l'adapte pour fitter voilà, deux primitives différentes. Donc, j'ai ma première sous-région avec sa primitive, ma deuxième sous-région avec sa primitive, et je cherche à minimiser, à minimiser la longueur de la frontière entre mes deux sous-régions. Et pour ça, contrairement à Quête poursuite où on initialisait deux premières valeurs de signal moyen avec un 2 mins, nous, on va initialiser deux primitives avec un 2 ransac. Et ensuite, la définition de la frontière entre mes deux sous-régions, elle peut être calculée de la même façon en utilisant un maxflow. Et la réestimation de mes deux primitives, elle va être réalisée ensuite par moindre carré, et donc de façon itérative, encore une fois, une poignée d'itérations, on converge et on passe d'une région avec une primitive à deux régions avec chacune sa propre primitive associée. Et encore une fois, on ne fait pas de supposition sur les primitives qu'on va chercher à trouver. Typiquement, si ma région initiale, elle est associée à un plan, je peux très bien choisir de la couper en deux pour mettre deux sphères, et ça ne pose aucun problème. Et ensuite, sur le côté fusion de régions, là, encore une fois, tout simplement, je vais prendre deux régions adjacentes. Je vais chercher à les fusionner et à trouver la primitive qui approxime le mieux cette méta-région. Et je regarde si ça me permet de diminuer l'énergie par rapport à l'état de la segmentation que j'avais juste avant. Et du coup, donc, une fois que cet algorithme-là en entier, donc découpage, fusion, découpage, fusion, découpage, fusion, aura convergé, on peut donc simplifier le nuage de points, simplifier la segmentation finale avec un edge collapse. Et pour ça, donc, on va ensuite chercher à évaluer nos résultats. On va utiliser ici des données qui ont été acquises par Jack Artaud dans les rues de Montréal. Donc, c'est dans un milieu urbain, mais on a testé notre méthode sur différents types d'objets pour valider l'approche, donc aussi bien sur des poteaux que sur des arbres, que sur des bâtiments ou des voitures. Et on se compare à plusieurs approches de l'état de l'art qui vont elles aussi chercher à simplifier les nuages de points. La première, c'est VSA, qu'on peut voir comme donc une approche qui va faire une première segmentation basée croissance de région, puis qui ensuite va simplifier le résultat. On a Polyfit, qui est une approche qui va chercher à reconstruire un modèle en 3D à partir d'arrangements de plans. Et on a une approche, donc Plane Pursuit, qui va chercher à fitter des plans de façon itérative dans la scène et à simplifier tout ça. Et voilà le genre de modèle qu'on réussit à avoir au final. Donc, la scène en entrée, c'était un pick-up. Donc, les méthodes de type arrangement de plan comme Polyfit ne sont pas capables de passer outre les problèmes d'occlusion de données qui manquent. Donc, le modèle ici, on peut dire qu'il n'existe pas. Les approches basées de croissance de région comme VSA sont intéressantes, mais on voit que sur des parties géométriques un peu complexes comme ici, qui était une espèce de qui est en gros le toit du pick-up, on n'a plus cette information. Alors que nous, à côté de ça, quand on va chercher à fitter des primitives géométriques de façon itérative, que ce soit en fitant uniquement des plans ou d'autres types de primitives, on va obtenir déjà un modèle qui fait un peu plus sens. Et comment on sait qu'il fait sens? Tout simplement, si on va projeter notre nuage de points initial sur notre modèle final et qu'on va regarder la distance entre chacun de mon nuage de points initial et mon modèle final, on se rend compte que aussi bien Polyfit que VSA vont faire des erreurs. Typiquement, ici, sur la voiture, on se rend compte que le haut de la portière n'est pas du tout approximé. Alors que nous, en allant fitter des primitives de façon itérative, on a été capable d'encoder cette géométrie. Mais bon, là, la scène ici, elle est un petit peu simple. Qu'est-ce qui se passe si on va sur une scène un peu plus compliquée, typiquement une maison?
Donc, encore une fois, si on va chercher un arrangement de plan, ça ne marche pas parce qu'il manque des données, parce que notre acquisition ne représente pas l'intégralité de l'objet. Maintenant, si on va sur une approche basée croissance de région, le résultat est déjà un peu plus intéressant, mais on voit qu'il y a beaucoup de bruit sur le devant de la maison. Il y avait un petit buisson. On voit que sur le sommet de la maison, on a complètement négligé une partie qui était une espèce de gouttière. Et alors qu'à côté de ça, nous, en allant fitter des primitives géométriques de façon itérative, on a été capable de repérer un peu cette information. Et encore une fois, ce modèle-là, donc on part d'une scène qui a plus de 50 000 points. Ce modèle-là contient quelques centaines de points uniquement. Et si on va aller regarder, si on va projeter notre nuage de points initial sur ce modèle-là, qu'on va aller chercher l'erreur, eh ben, on se rend compte que, bon, encore une fois, les arrangements de plans, ça n'a pas fonctionné. Les segmentations basées croissance de région, ici, elles ont négligé un certain nombre de détails, ce qui est quand même un peu problématique. Et nous, là, on a réussi à être bon, c'est qu'on a réussi à produire un modèle qui non seulement restait proche de notre scène, mais en plus était capable de représenter le petit buisson qui était devant avec une erreur assez faible. Et c'est ça qui est relativement intéressant. Donc, pour conclure ma présentation, ce que j'aimerais dire, c'est donc faire un résumé un peu de tout ce qu'on a vu. Donc, c'est encore une fois toutes les applications présentées ici. Elles sont basées dans des contextes faiblement supervisés, on n'a pas beaucoup d'informations, où on ne peut pas utiliser d'approche de type deep learning. Et qu'est-ce que je vous ai montré dans cette présentation? C'est que si on choisit une poignée de descripteurs qui sont suffisamment complémentaires, on est capable de réaliser des bonnes classifications, même si elles sont un peu bruitées. Mais ce n'est pas grave qu'elles soient bruitées, tout simplement parce qu'on peut améliorer ces résultats-là avec des segmentations basées GraphQt et en gardant des bonnes performances. Typiquement, le nuage de points de l'ITER ferroviaire, je vous ai montré tout à l'heure, donc sur une dalle qui faisait quand même 100 mètres par 100 mètres, l'intégralité des traitements prennent 5 minutes en comptant les temps de lecture et d'écriture. Donc, encore une fois, c'est pas tous les exemples que je montre là, ce n'est pas forcément des codes qui sont en production, mais c'est pour montrer les approches qui peuvent fonctionner. Ce qu'on montre aussi, c'est qu'on est capable de réaliser des approximations qui ont du sens, en tout cas dans des scènes urbaines ou sur des types d'objets variés, en utilisant simplement des primitives géométriques simples, en essayant de fitter de façon itérative dans notre donnée. Et encore une fois, j'insiste un peu dessus, mais toutes les approches que je vous présente ici, elles requièrent très peu, voire pas du tout, de connaissances extérieures. Elles sont capables de s'adapter à des changements de scène, à des changements de capteurs, à tout type de lidar, des nuages de points photogrammétriques. Et c'est des approches qui peuvent être utilisées dans des contextes vraiment très variés, aussi bien pour créer des jumeaux numériques que pour aider à la conduite autonome, que dans des problématiques d'archéologie, où on sait que le lidar est de plus en plus utilisé, ou encore pour faire du suivi de végétation. Et j'aimerais terminer ma présentation par une citation d'Alain Damasio qui nous rappelle quelque chose que je pense on oublie un peu trop souvent en machine learning, c'est que le monde a une réalité et que le but, c'est pas forcément d'aller fitter un modèle sur le monde, mais c'est peut-être plus d'essayer de s'approcher un peu sur le monde, ou en l'occurrence sur ce qu'on a réussi à en capter à travers nos acquisitions. Je vous remercie à tous d'avoir été là. J'ai été très content de faire cette présentation et je serai très heureux de pouvoir répondre à vos questions, que ce soit maintenant ou par mail plus tard. Merci Stéphane pour cette très belle présentation, très, très didactique et très riche. Est-ce que vous avez des questions pour Stéphane? Il nous reste un peu plus d'une dizaine de minutes pour pouvoir échanger. Oui, vas-y Philippe. Bonjour Stéphane, merci pour la présentation. C'était super intéressant. J'ai sûrement plusieurs questions. La première question, d'après toi, ça serait-tu possible? Parce que là, tu fais l'argument que pour utiliser des méthodes de deep learning, il n'y a pas assez de données étiquetées pour les différents environnements qui ont été qui sont présentés. C'est sûr que le deep learning, c'est vrai que ça prend beaucoup de données. Mais y aurait-il moyen, par exemple, de dire je vais commencer par utiliser les différentes méthodes que tu as faites pour obtenir ce qu'on appellerait des pseudo-labels? Donc, étiqueter ton nuage de points avec les méthodes classiques, pré-entraîner un réseau de neurones avec ces pseudo-labels-là, puis après ça, venir faire un fine-tuning sur des données qui auraient été choisies à la main, particulièrement avec un opérateur qui viendrait voir les régions qui ont été mal étiquetées, par exemple. Donc, une forme d'un petit peu d'active learning. De sorte à réduire la quantité de données étiquetées nécessaires pour entraîner un réseau de neurones. Écoute, je te remercie pour cette question, c'est vraiment intéressant.
Je pense que, alors il existe déjà des approches qui vont essayer de créer un peu plus de vérité terrain, que ce soit de façon artificielle ou par duplication de données pour le deep learning. Dans ce contexte-là, je pense qu'il faut garder en tête que les modèles qu'on a là, comme ils sont entraînés avec très peu d'informations, forcément, ils sont imparfaits dans une certaine mesure, et que si tu entraînes un deep learning dessus, un réseau de deep learning dessus, il va apprendre les biais qui vont qui viennent du fait qu'on a très peu d'informations en entrée. Donc, effectivement, ça peut fonctionner dans une certaine mesure, mais il y a un moment où ton modèle il va être capé par la qualité de ce que tu vas lui donner en apprentissage. Donc, si c'est pour créer un peu plus de données, pour entraîner à pas cher ou pour ajouter un petit peu d'entraînement à pas cher, pourquoi pas. Si c'est pour baser un modèle en entier dessus, je pense que ça n'améliorera pas beaucoup les résultats. Euh, J'aurais aussi une question sur la deuxième partie de ta présentation. Ça faisait beaucoup penser à, dans le fond, c'est la compression de données, un peu que vous voulez faire en passant par des primitives géométriques, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est ça. Ça me rappelle beaucoup des principes en machine learning. Je ne sais pas si tu connais le minimum description length. C'est la métrique, c'est une des métriques qu'on a utilisées OK. pour mesurer. Je dis peut-être rapidement pour les gens qui ne connaissent pas forcément, ça va consister à mesurer le nombre d'un point de vue strictement informatique, le nombre de bytes minimum pour encoder notre donnée. Donc, on est indépendant du format et c'est d'un point de vue optimal combien de bytes il faut pour écrire notre donnée. Donc, parce que dans la fonction coût que tu avais, il y avait une partie qui semblait être un petit peu reliée justement à le coût de représentation de données, plus un terme de régularisation qui me semblait peut-être le coût du modèle. Par rapport à justement le principe du MDL, où c'était le nombre de bits pour encoder, dans le fond, d'encoder ton modèle, plus le nombre de bits pour corriger le modèle. Comment tu fais ça dans ce paradigme-là? En fait, ce modèle de régularisation, la partie régularisation, elle est pas vraiment basée sur la taille finale du modèle, mais elle va chercher encore une fois, à minimiser les longueurs de contour. Donc, de façon indirecte, on peut dire, effectivement, plus ma région a un contour simple, plus elle est facile à encoder. Donc, d'une façon indirecte, ça va jouer dessus. Et la force de régularisation qu'on a ici va nous permettre de jouer dessus en disant je veux beaucoup de données, beaucoup d'informations et il ne fera aucune erreur géométrique ou je suis prêt à faire des erreurs, mais parce que je veux un modèle qui est simple. Maintenant, c'est un trade-off, c'est un compromis qui est fait, mais de façon vraiment indirecte. On ne va pas avoir la main dessus, on ne va pas être en capacité de dire je veux, en tout cas pour cette optimisation-là, on ne va pas être en capacité de dire je veux que mon modèle final ne dépasse pas 5000 bytes ou je veux que mon modèle final ne dépasse pas telle erreur. Ça va être indirect. Mais par contre, après, en régularisant le résultat et donc en enlevant les points et les arêtes qui ne sont pas significatifs pour représenter notre géométrie, on peut fixer des seuils de ce genre-là dans du edge collapse, où là, on va dire, au final, je veux descendre, si c'est possible du point de vue de l'erreur associée à chaque point, je veux descendre en dessous d'un certain nombre de bytes. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Oui, non, ça me guide. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Stéphane? Soyez pas timide. Moi, j'ai une petite question qui va dans le sens des questions de Philippe, c'est-à-dire, lui, il le présentait comme un outil d'aide à la notation. Mais on voit de plus en plus aussi des approches où on va générer synthétiquement des données pour entraîner les modèles. Là. Puis, penses-tu quand même que ce que tu as produit dans les premières approches et autres ne pourrait pas aider à améliorer ou à produire des modèles synthétiques qui permettent de finement entraîner les algorithmes? C'est vraiment une très bonne question. Je t'avoue que je n'avais pas forcément pensé à ce genre d'application. L'idée, donc si j'ai bien compris, l'idée que tu proposes, ce serait d'utiliser mes approches soit de segmentation sémantique, soit de simplification pour générer de la donnée apprenable générer de la donnée synthétique potentiellement apprenable par un réseau de neurones ou par
type d'approche. Ouais, ben ça rejoint un peu ce que disait Philippe. Là, et puis ce que tu soulignais dans ta présentation, c'est qu'il y a un manque de données d'entraînement. Puis dans beaucoup de domaines, là, puis pas forcément dans celui du LIDAR ou ainsi de suite, mais je le vois quand même, moi, possible dans cette approche-là, c'est de générer des scènes qui n'existent pas, totalement synthétiquement, par différentes techniques de réseau, de lancer de rayons, des choses comme ça. Là. Il y a des logiciels qui existent, par exemple, dans le monde de la forêt, pour recréer finalement une espèce de nuage de poids lidar qui représenterait une forêt, puis tu peux la créer comme de toutes pièces. Il doit pas y avoir d'autres choses qui existent là, mais comment, en fait, toi, ce que tu arrives à faire en termes de classification, de segmentation de ton nuage de points, peut aussi aider à rendre ces simulations-là ou ces univers synthétiques-là plus réalistes. Alors, je pense, dans une certaine mesure, ça peut être utile pour compléter du modèle qui existe déjà. Tu as une donnée synthétique qui va être, forcément, qui va avoir ses biais. Typiquement, les modèles qui existent pour générer des forêts, ils auront tendance à pas forcément pallier les problèmes de densité. Ils auront tendance à générer exactement le même type d'arbre et à pas forcément gérer le multi-éco, etc. Donc, en complétant ce genre de modèle en disant, je sais que ma scène, elle est un peu plus complexe que ça, parce que je sais que je vais rencontrer un peu ce type d'objet, je sais que je peux avoir du bruit, que je peux modéliser d'une certaine façon. Oui, ça peut être utile. Après, il y a quand même une étape de transfert à faire qui est j'ai des modèles, je vais en retirer une certaine information sur l'organisation de ma scène, de mes objets, voilà, pour dire, je sais à peu près qu'un nuage de points LIDAR, il va être capable d'acquérir 40% de mon tronc d'arbre, je sais que l'occlusion va apparaître de telle ou telle façon. Donc, je pense qu'il y a déjà un bon travail là-dessus. Mais effectivement, après, ça pourrait être intéressant d'évaluer du coup ce genre de travaux pour dire comment est-ce qu'on est capable de compléter et de rajouter de l'information à des modèles de génération de données qui sont forcément très incomplets et qui vont prendre en compte un certain nombre de points de vue parce que c'est extrêmement complexe de faire de la génération de données. Parfait, merci. Tu as le temps pour une dernière question? Je remets aussi l'adresse mail en dessous s'il y a des gens qui auraient des questions peut-être plus tard par email. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore le webinaire